Il fait tourner notre monde, littéralement, et pourtant il est presque toujours invisible. Aujourd'hui, on va s'intéresser au moteur asynchrone, l'une des inventions les plus fondamentales de notre époque. On le trouve absolument partout. Dans les usines qui fabriquent tout ce qu'on utilise, dans les pompes qui nous amènent l'eau, et même, oui, dans nos appareils du quotidien. C'est un peu le héros méconnu de l'ère moderne, le véritable moteur de la productivité mondiale. Alors comment une machine dont la conception est si simple peut-elle être aussi fondamentale? C'est justement ce qu'on va découvrir. On va aller voir comment tout ça fonctionne, pièce par pièce. Ok, pour piger le fonctionnement, il faut d'abord regarder sa structure. Et là, on va voir que c'est d'une simplicité assez élégante. En gros, ça repose sur deux éléments principaux. Et voici les deux acteurs principaux de notre histoire. D'un côté, on a le stator. C'est la partie fixe, celle qui est branchée au réseau électrique. Et de l'autre, le rotor, la partie mobile, celle qui va tourner et fournir le travail mécanique. En somme, l'un crée le mouvement et l'autre, il le suit. Et ce qui est génial, c'est que cette conception est super flexible. Le rotor, par exemple, il peut avoir plusieurs formes. La plus connue, la plus courante, c'est la cage d'écureuil. Hyper simple et robuste. Mais pour des besoins plus pointus, on peut aussi trouver des rotors bobinés ou à double cage. Bon, passons maintenant au cœur du mécanisme, au principe même de son fonctionnement. Ce n'est pas juste un engrenage, c'est bien plus subtil. C'est une sorte d'interaction dynamique, une poursuite magnétique qui en fait ne s'arrête jamais. Alors, comment ça marche? C'est un peu comme une danse en 4 temps. D'abord, le stator, il crée un champ magnétique qui tourne, une sorte de vague invisible. Cette vague, elle induit un courant dans le rotor. Ce courant, à son tour, va créer le propre champ magnétique du rotor. Et enfin, les deux champs magnétiques interagissent, ce qui force le rotor à poursuivre le champ du stator. Et c'est là que réside tout le génie du système. Le rotor poursuit le champ magnétique, mais il ne le rattrape jamais. Il y a toujours un tout petit décalage de vitesse. Cette différence, c'est ça qu'on appelle le glissement. C'est ce décalage qui permet au champ du stator de continuer à induire un courant. Sans ce glissement, il n'y aurait pas de couple, donc pas de mouvement. Voilà pourquoi on l'appelle un moteur asynchrone. Et ce décalage, ce fameux glissement, il est vraiment minuscule. Pour un moteur classique, comme celui de notre exemple, on parle de seulement 2,2%. Le rotor est juste à la traîne, mais c'est ce tout petit écart qui fait absolument toute la différence et qui génère la puissance. Maintenant, voyons un peu comment ça se passe du côté de l'énergie. Un moteur, c'est avant tout un convertisseur d'énergie. Alors suivons le parcours de l'électricité depuis le réseau jusqu'à l'arbre de sortie pour bien comprendre où va chaque watt. Tout part de la prise électrique. C'est notre budget énergétique de départ, si on veut. Dans notre exemple, disons que le moteur absorbe 21 420 watts. Mais attention, cette puissance ne va pas être entièrement transformée en mouvement. En fait, une première partie de cette énergie se perd immédiatement. Rien que le passage du courant dans les bobines du stator, ça génère de la chaleur. Ce sont les premières pertes, avant même que quoi que ce soit se mette à tourner. Dans notre cas, on parle quand même de 1051 watts qui partent en chaleur. C'est de l'énergie qui est perdue, tout simplement. Ce qui reste de la puissance, ça traverse le petit espace qu'on appelle l'entrefer pour enfin atteindre la partie mobile de la machine. Donc après cette première déduction, il nous reste un peu plus de 23 688 watts. C'est cette puissance-là qui va vraiment essayer de faire tourner le rotor. Mais le voyage n'est pas encore terminé. Le rotor lui-même a ses propres pertes. Et puis il y a les frottements mécaniques qui sont inévitables. Ces dernières pertes, dans notre exemple, s'élèvent à près de 869 watts. Chaque watt perdu nous éloigne un peu plus de la puissance utile finale. Et finalement, après avoir soustrait toutes ces pertes inévitables, on obtient la puissance qui est réellement disponible sur l'arbre du moteur. Et voilà, le verdict, 19 500 watts. Sur plus de 21 000 watts au départ, c'est ce qui est réellement transformé en travail utile. Ce petit voyage de l'énergie, ça nous montre très concrètement ce que signifie le rendement d'un moteur. Alors pour conclure, pourquoi est-ce que cette conception en particulier est devenue la norme quasi absolue dans toute l'industrie? La réponse, en fait, est aussi simple que le moteur lui-même. Il est robuste, il est facile à fabriquer et il est incroyablement fiable. Contrairement à d'autres types de moteurs, il n'a pas de pièces d'usure fragiles comme des balais, il tourne et c'est à peu près tout. C'est vraiment le triomphe de l'ingénierie efficace. C'est quand même fou de se dire qu'une invention de l'époque de Tesla, basée sur un principe aussi élégant, reste aujourd'hui le pilier de notre monde moderne. Ça prouve que souvent, la simplicité, c'est la clé de la longévité. Mais alors qu'on entre dans une nouvelle ère technologique, la vraie question c'est, pendant combien de temps encore ce géant silencieux va-t-il continuer à régner ?